tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 37. 37 comme les 37 ONG interdites d'accès à Gaza pour 37 bonnes raisons par Israël il y a quelques jours. Au sommaire de l'émission ce soir, Donald Trump a menacé de frapper très durement l'Iran si les autorités tuaient de nouveau des civils. Les États-Unis doivent-ils intervenir militairement pour faire chuter le régime des Mollahs ? Débat dans quelques minutes. Nous analyserons ensuite les réactions politiques en France suite à l'arrestation de Nicolas Maduro par les États-Unis avec notre invité Nicolas Faure du média Sunrise. 4 débatteurs réagiront ensuite à 4 informations polémiques du jour. Le second débat sera consacré aux déclarations de l'ancien président de la Cour suprême sur la démocratie en Israël. Israël est-il toujours une démocratie ? Débat en fin d'émission, juste avant la carte blanche de Julien Assal, de retour de vacances. Très beau programme ce soir avec un très beau casting. Je vous le présente tout de suite. C'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 37, en compagnie de Caroline Sportes. Bonsoir Caroline. Ça va ? Comment allez-vous ? Très contente de vous retrouver en 2026. Bonne année à vous. Bonne année à vous aussi. Et vous avez un conseil lecture pour nos téléspectateurs. Achever Sartre de Laurent Will-Tartour, sorti en janvier 2024 aux éditions Grasset. Expliquez-nous pourquoi ce livre ? Alors, pour ceux qui seraient passés à côté de ce livre, c'est vraiment dommage, parce que c'est un récit magnifique, un peu philosophique d'ailleurs, et qui parle surtout d'une chose qui est assez importante en ce moment et dans l'actualité, qui nous concerne tous, c'est cette idée de colonisation, décolonisation. On entend beaucoup parler de colonisation, nous serions des colons, etc. Donc j'invite les lecteurs, je ne veux pas spoiler la lecture, à prendre connaissance de ce livre et à lire ce que Sartre nous dit sur le retour des Juifs en terre d'Israël, qui est, vous l'aurez compris, l'inverse de la colonisation, qui est plutôt la décolonisation. En face de vous, David Benichai. Bonsoir David. Bonsoir et bonne année. Bonne année à vous aussi David. Alors, on ne va pas en parler ce soir pendant l'émission. Alors, j'aimerais vous entendre un petit mot sur le cycle de pourparlers qui reprend à Paris entre Israël et la Syrie. J'imagine que vous avez suivi cette information. Est-ce que vous êtes favorable à ce processus ? Oui, bien sûr. Dans l'ensemble, je suis favorable à ce processus. Il y a beaucoup d'enjeux sécuritaires, notamment sur les minorités kurdes du sud de la Syrie. Mais dans l'ensemble, oui, ça prend une bonne direction, même si on doit rester sur nos gardes. On a quand même affaire à un ancien djihadiste. Et vous savez, des fois, comme on dit, la nature revient au galop. Donc oui, il faut impérativement qu'on avance vers une régularisation, que ce soit avec la Syrie, moi j'espère surtout avec le Liban, pour que cette région devienne autre chose que des lamentations permanentes et un conflit, de la pauvreté, etc. Mais restons prudents et gardons toute forme d'enthousiasme pour l'instant de côté. Et à Paris, bonsoir Myriam Palomba, comment allez-vous ? Super, ça va très bien, très bonne année à tout le monde. Bonne année Myriam. Alors comment se porte votre chaîne YouTube ? Ça parle toujours aussi cash ? Oui, ça parle super cash et là je viens de poster ma nouvelle vidéo qui est sur l'affaire des pièges jaunes et de Brigitte Macron. Donc voilà, j'espère qu'elle marchera. En tout cas, je suis contente de l'accueil qui a été fait à ma chaîne. Et à vos côtés, je salue aussi Meir Habib. Bonsoir Meir Habib, bonne année à vous aussi. Comment allez-vous ? Bonsoir, shalom à vous, bonne année civile, très heureux. Grand-père d'un petit garçon depuis quelques jours, un petit Meir. Mazal Tov. Un immense bonheur, on remercie Akadosh Baruch Hu. Mazal Tov. Et Paris sous la neige, Paris c'est très beau sous la neige. Et on est heureux de vous avoir, de vous retrouver. Meir Habib, une petite réaction à une information politique en Israël. Alors le président du parti RAM, on en parle souvent dans cette émission, Mansour Abbas, a annoncé aujourd'hui que son parti dorénavant acceptera des candidats juifs sur sa liste pour la Knesset. Est-ce que vous saluez tout simplement cette démarche ? Waouh, la nouvelle, on accepte des candidats juifs sur une liste démocratique. Imaginez-vous uniquement la nouvelle, la folie de cette nouvelle. Ça veut dire qu'avant, on ne pouvait pas en avoir. Alors que vous savez très bien que dans toutes les listes
entre guillemets israélienne de la Knesset, il y a des Arabes, des Druzes, des Juifs, de façon mélangée, quoi. J'ai aucune confiance en ce parti. C'est un parti djihadiste qui est pour la charia. C'est une antenne light des frères musulmans, avec qui, hélas, la gauche s'est alliée pour former un gouvernement. Zéro confiance en Mansour Abbas. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission de jeudi. À la question, le Somaliland doit-il accueillir des Gazaouis? Vous êtes d'accord à 60% avec Jean Messia. Et à la question, Israël est-il sorti de cette guerre plus fort que jamais, comme l'affirme Benjamin Netanyahou? Vous êtes d'accord à 72% avec Samuel Lévy. Passons sans plus tarder au premier débat de cette émission. Donald Trump a menacé de frapper très durement en cas de nouveaux morts civiles après une semaine de contestation en Iran. Cette menace a inspiré 7 questions à l'équipe de Ça se débat. Les Iraniens sont-ils capables de faire tomber le régime des mollahs sans une intervention américaine? Myriam Palomba a répondu oui et Caroline Sportes a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 37 face à face, numéro 1. C'est parti. Myriam, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Caroline, vous enchaînez juste après. Je tiens simplement à préciser qu'on a un petit problème technique. Le temps ne s'affichera pas. Vous avez 60 secondes, faites-moi confiance. Dans l'oreillette, on m'indiquera quand est-ce que ça sera fini et j'utiliserai le buzzer pour vous couper. Quoi qu'il arrive, vous êtes des grandes professionnelles. Je sais que vous avez préparé pile poil 1 minute pour respecter le temps. Myriam, c'est à vous. Vous avez 1 minute. Et Caroline, vous enchaînerez juste après. On vous écoute, Myriam. Alors évidemment, c'est toujours mieux qu'un peuple fasse la révolution seul sans l'intervention des États-Unis, puisque un peuple est ainsi souverain. Moi, j'ai bon espoir que les Iraniens y parviennent sans le soutien des Américains, parce qu'en plus, si les Américains interviennent, quel pouvoir vont-ils mettre à la place? Évidemment, je pense que ce sera mieux que les mollahs, mais c'est pas forcément pour l'avantage des Iraniens. Deuxièmement, j'ai vu que quand même il y avait 220 localités qui étaient concernées, ça fait 26 provinces sur 31. La situation économique est telle que c'est un vrai désastre et que ce mouvement de révolution, entre guillemets, de révolte part quand même des commerçants, donc c'est plutôt bien parti, qu'il y a une résistance en interne qui est plutôt bien organisée, qu'en plus il y a des défections régulières au sein de l'armée, et ça c'est un atout majeur. Je crois qu'effectivement il est temps pour ce régime de dégager, vu le manque Myriam. de liberté et de droits pour les femmes. Merci beaucoup. Pile poil 60 secondes, un peu plus. À vous, Caroline. Vous inquiétez pas, je buzz quand c'est oui. Alors, je vais être un peu plus pragmatique. Bon, la révolte du peuple iranien est indispensable, évidemment. On adorerait qu'elle se fasse seule. Mais je pense, pour plusieurs raisons, que malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Je m'explique. D'abord, on a un régime des mollahs en Iran qui est extrêmement solide. On le sait, il contrôle l'armée, les gardiens de la révolution, la police, les institutions judiciaires, etc. Et on a surtout une armée très fidèle, malheureusement, à son guide suprême. On a aussi un réseau sécuritaire très étendu avec des milices qui contrôlent les faits et gestes de la population. Et on a malheureusement aussi une fragmentation de l'opposition. Il n'y a pas une opposition claire et capable de se confronter aux mollahs. Et on a surtout l'histoire qui nous rappelle que le régime des mollahs a malheureusement survécu depuis la Révolution à tous les mouvements de contestation, démontrant sa capacité à se maintenir. Alors le petit bémol qui est tout à fait récent, c'est qu'effectivement on a eu cette information tout à l'heure, le guide suprême préparerait sa fuite. Bon. Merci beaucoup. Si tel était le cas, on peut imaginer que tout s'effondre. Mais on va en reparler dans cette partie. Mais Habib, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Caroline? Il y a besoin d'une intervention américaine, ou avec Myriam, le peuple iranien peut se débarrasser seul du régime des mollahs? Je suis un peu d'accord avec les deux. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelques mois, lorsqu'Israël est intervenu, on espérait que le peuple iranien se soulève. Sans le peuple iranien, ça ne pourra pas se faire. Mais est-ce qu'ils pourront pas le faire seuls? C'est ça la question. À ce stade, ils n'y arrivent pas. S'il y a une aide extérieure, c'est ça aujourd'hui, c'est un régime islamiste, djihadiste, qui tue ses femmes, qui pend, qui massacre. Donc s'il y a une aide extérieure,
c'est jamais une mauvaise chose. Le plus important, comme je l'ai dit hier à la manifestation où je me suis rendu pour soutenir le peuple iranien dans sa lutte contre les mollahs, c'est que le peuple se réveille. Ça ne pourra pas se faire seul. Et ça peut se faire avec peut-être le catalyseur. Ça peut être les États-Unis, ça peut être Israël. J'aurais bien aimé que ce soit la France qui bouge et qu'il y ait un silence assourdissant dans cette affaire. Wait and see, mais je veux faire un petit pari avec vous. D'ici quelques mois, le régime iranien ne sera plus là. Avec l'aide de Dieu, j'en suis aujourd'hui intimement persuadé. Et bravo Donald Trump et bravo Benjamin Netanyahu. David Ben Ishai. Sans eux, ça ne se serait pas fait. Comme l'a dit Caroline à la fin de son argumentaire, il y a des informations qui ont été publiées par des médias très sérieux, comme le Times britannique. L'ayatollah Khamenei envisagerait de fuir en Russie en cas de chute du régime. Est-ce que, selon vous, la fin est proche ? Alors moi, c'est sur le mot « envisagerait » sur lequel je ne suis pas d'accord. Parce que ce qui a été le scoop, c'est le fait qu'il a un plan. Pas qu'il a envie de le mettre en œuvre. On ne sait pas, ça on ne sait pas concrètement. Maintenant, pour rebondir sur ce qui a été dit, je crois qu'on a aussi une certaine méconnaissance de la mécanique politique interne et complexe de l'Iran. Il y a les réformés, tout le mouvement réformateur. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand vous rentrez dans le détail de la bombe atomique, le mouvement réformateur s'est opposé au guide pendant longtemps. Donc il faut pouvoir s'appuyer aussi sur une part réfractaire à ce qui est en train de se passer au niveau des guides de la Révolution, pour pouvoir faire dissension et porter. Vous ne pouvez pas, un pays avec 100 millions d'habitants, plus de 100 millions d'habitants, vous ne pouvez pas juste avoir des gens dans la rue qui manifestent et qui font tomber le régime. C'est plus complexe que ça. Quant au déclencheur, la guerre des 12 jours a été un élément déclencheur indéniablement. C'est une attaque de l'Iran. On y a répondu massivement avec les Américains et je pense que ça a encouragé le peuple. Je ne suis pas certain qu'il faille continuer dans ce sens. N'oubliez pas une chose, lorsqu'on intervient, on fait des morts. Et lorsqu'on fait des morts, la population peut tout d'un coup aussi se mettre à défendre son régime par rapport à ce qu'elle considère, au départ comme le sauveur, et ensuite comme l'agresseur. Donc, c'est compliqué, mais sachez une chose, il faut partout, et on parlera sûrement de ce qui se passe au Venezuela, lorsqu'il y a un renversement, vous savez, les révolutions se font avec la bourgeoisie. Les révolutions dans l'histoire, c'est toujours une partie de la population qui se désengage du pouvoir pour prendre le pouvoir à son tour. Donc le peuple, malheureusement, le peuple tout seul, c'est pas suffisant. Il faut une infrastructure. C'est quand même drôle que la réaction du guide suprême aujourd'hui, enfin en tout cas cette information arrive pile le jour où Maduro a été arrêté, se présente devant un tribunal américain. Et selon le New York Times, c'est pas lui. C'est quand même une coïncidence. Le responsable de Téhéran ont admis en privé que la République islamique est entrée en mode survie. Oui, alors évidemment, on sait qu'il y a un désastre économique, pas qu'économique, il manque d'eau, il manque d'électricité, les conditions sont épouvantables, ce qui contribue évidemment à la chute du régime, on l'espère fortement. Meir Habib. Nasrallah, c'est fini. Assad, il est planqué en Russie. Maduro, c'est fini. Les frères Sinoirs, c'est fini. Le monde est en train de changer. Regardez ce qui est en train de se passer. C'est vrai. Et je vous garantis, l'Iran pour le bien, pas seulement d'Israël. Israël, c'est la lumière rouge, pour le bien de l'humanité. Et vous savez que ce sera une nouvelle extraordinaire. Vous imaginez comment serait le monde sans avoir des heures de queue quand vous prenez l'aéroport, de sécurité à travers le monde, depuis le 11 septembre, où l'islamisme a gangréné ce monde, tue, massacre partout dans le monde. Si on arrive, comme dit souvent Benjamin Netanyahu, à qui j'ai eu des heures de discussion là-dessus, le terrorisme ne peut pas prospérer s'il n'y a pas de pays qui le soutiennent. Et il y a des régimes, des pays entiers. Il y a l'Afghanistan, il y a l'Iran, il y a le Venezuela, il y en a encore certains autres. C'est ça qu'il faut éliminer. Après, ils auront beaucoup plus de mal à prospérer. Ouais. Je vous répète, de l'histoire. Attendez. Myriam Palomba, la paix mondiale et la paix plus spécifiquement au Moyen-Orient, n'est-elle envisageable que si et seulement si le régime des mollahs chute? Le régime des mollahs chute et on vit dans une région qui est beaucoup plus en paix que ce qu'elle n'était auparavant. Évidemment, moi de toute façon depuis que j'ai la chance de faire cette émission, mon principal argument c'est de s'attaquer au régime qui finance le terrorisme. Et pour le coup, l'Iran est le premier donateur aux terrorismistes et fait monter les enchères puisqu'ils veulent régner sur le monde. Et le Qatar aussi, c'est vrai, surtout. Mais ils veulent devenir les maîtres du monde arabe. Donc moi, tout soulèvement de population pour retrouver sa liberté,
sa dignité, son droit est une bonne chose. Effectivement, je suis quand même d'accord. Si ça doit se faire, même si je préfère que les Iraniens y arrivent tout seuls, si ça doit se faire avec l'aide des Américains, bah ça se fera avec l'aide des Américains. Moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que j'ai peur du soutien de la Russie, parce que la Russie quand même soutient l'Iran par en dessous en leur vendant des armes. Donc moi, c'est le seul bémol, c'est le seul truc qui me fait vraiment peur dans cette histoire. Merci à tous les quatre pour ce premier débat. On parlera évidemment dans Ça se débat dans les prochains jours de ce qui se passe en Iran, dans les rues iraniennes. On vit quand même un début d'année assez incroyable. Assez incroyable, exactement. Une période quand même. Non, mais là, quand même, le début d'année est quand même... Alors, quelques jours après la capture de Nicolás Maduro, intéressons-nous maintenant aux réactions politiques en France avec notre invité Nicolas Faure du média Sunrise. Bonsoir Nicolas Faure, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, je vais vous soumettre des noms de personnalités politiques françaises et j'aimerais avoir votre avis sur leur réaction suite à la capture de Nicolás Maduro. Alors, est-ce que vous vous prêtez au jeu ? Avec grand plaisir. Alors, bonsoir à tous. Je suis un spécialiste de la gauche française, donc je peux vous dire que je vais apprécier le jeu. Alors, je vais vous proposer 6 noms. Il n'y a pas que des personnalités de gauche, mais on va commencer par une personnalité de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, extraordinaire. Est-ce que j'ai le temps de développer sur Jean-Luc Mélenchon ou pas? Parce qu'il y a de quoi dire. Allez-y. Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le symbole de cette gauche, aussi un peu à l'ancienne, qui est toujours d'ailleurs imbibée de communisme et qui voit dans l'expérience de Maduro et de Chavez quelque chose de merveilleux. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi le symbole quand même de cette hypocrisie de la gauche, puisque d'un côté, on a quelqu'un qui est un sans-frontiériste en France et qui, tout d'un coup, sur la place de la République, évidemment d'un air grave, solennel, nous assène quand même une phrase qui est extraordinaire et que j'ai notée, parce qu'elle vaut le coup. Les frontières doivent être inviolables. Voilà. Alors ça, franchement, c'est quand même assez extraordinaire. C'est vraiment le double discours classique de la gauche et de l'incohérence. Et chez Jean-Luc Mélenchon, on sent vraiment... Alors 2 choses. Premièrement, la volonté d'une partie de la gauche de défendre encore et toujours le tiers-monde, vu comme petite victime innocente du vilain ogre occidentale qui, par définition, par essence, est diabolique, tout simplement. Donc on a vraiment cette vision manichéenne et enfantine de la politique internationale. Et prochain en plus, nom. ça c'est comment ? Allez-y, le prochain nom maintenant. Je vous soumets un autre nom. Allez-y. Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, réaction très intéressante parce que c'est quelqu'un qui se part des grands atours d'un diplomate de haut vol et qui surjoue. Vraiment, il surjoue. Il est vraiment dans une campagne présidentielle. Il s'est lancé et finalement, on comprend son jeu d'acteur. On est dans le théâtre, mais on sent qu'il surjoue un peu le rôle. Je pense que son public cible est très friand de ce jeu théâtral. Je ne sais pas s'il y croit vraiment à cette posture. En plus, lui qui doit être un peu réaliste, il doit savoir que le monde c'est du rapport de force avant tout. Je ne sais pas s'il croit vraiment à ce qu'il dit, mais il doit savoir que c'est efficace politiquement. Jordan Bardella. Réaction mesurée de quelqu'un qui veut à tout prix être président de la République dans quelques mois maintenant, et donc quelqu'un qui a réagi de manière prudente en soulignant à raison le caractère absolument désastreux du régime de Maduro et du régime communiste là-bas, mais en étant peut-être un petit peu trop frileux comparé à certains, comme par exemple Gabriel Attal ou Emmanuel Macron. Mais je comprends cette prise de position un peu mesurée. Vous avez cité son nom, Emmanuel Macron à présent. Alors là, c'était vraiment l'étonnement quand j'ai entendu sa réaction. Je dois avouer que je m'attendais pas à ça. D'ailleurs, c'est la seule réaction internationale, peut-être à part Mélanie, qui a été reprise publiquement par Donald Trump. Assez courageux de sa part, même si c'est peut-être aussi un manque de mesure. Je me fais un peu l'avocat de la mesure là-dedans, même si je ne sais pas si ça aurait été une bonne option, mais en tout cas, peut-être que ça lui sera reproché dans le futur, notamment par certains de ses électeurs qui peuvent être un peu choqués, mais je pense que c'était une réaction qui était plutôt lucide et de la réelle politique. Sarah Knafo. Alors là, on est sur une réaction qui était très intéressante,
très engagé, avec un soutien clair et net à l'action de Donald Trump, et qui était une réaction que j'ai appréciée. Voilà, c'est un discours que j'ai apprécié, un discours de vérité, mais c'est aussi le prix de quelqu'un qui n'a pas grand-chose à perdre politiquement. Donc on a Jordan Bardella et Sarah Knafo qui ont eu deux réactions légèrement différentes, voire même assez différentes, mais qui s'expliquent aussi par le contexte politique pour chacun d'entre eux. Et pour finir, alors, il incarne un courant d'idées. Alors, je parle de lui, mais ça peut être tous les souverainistes réunis. François Asselineau. François Asselineau est quelqu'un qui est parti depuis très longtemps dans un délire géopolitique complet, c'est mon avis, il n'engage que moi, je pense qu'il est parti très loin, c'est quelqu'un qui représente cette mouvance que j'appelle populo-conspirationniste, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train d'être dans la démagogie pure et dans l'analyse géostratégique à 10 000 bandes, enfin c'est vraiment, pour moi c'est assez pathétique de regarder la chute d'Asselineau. Pareil que Dominique de Villepin, c'est comme Florian Philippot et compagnie. Je ne sais pas s'ils croient vraiment à ce qu'ils pensent, enfin ce qu'ils croient vraiment à ce qu'ils disent. Non, attendez. Attendez, Florian Philippot, il n'a pas du tout dit les mêmes choses qu'Asselineau, attention. Oui, tout à fait. Ne mettez pas dans la même sphère conspirationniste Florian Philippot, s'il vous plaît, et Monsieur Asselineau, je vous en supplie. Allez-y, Nicolas. Je me permets de le faire parce que c'est ma liberté. C'est ma liberté, c'est mon analyse. Et je pense que effectivement sur ce point précis, là, il n'y avait peut-être pas la même réaction. Allez-y, Nicolas, allez-y. Oui, sur ce point précis, effectivement, vous avez raison de nuancer. Il y avait peut-être pas la même réaction. D'ailleurs, j'ai pas vu la réaction de Florian Philippot. D'ailleurs, c'est là une différence avec Monsieur Asselineau. Mais Asselineau, non, je sais pas s'il y croit vraiment. Je pense qu'il est pris dans une spirale conspirationniste et qu'il doit faire de plus en plus plaisir à son public, de plus en plus fanatisé. Donc sa réaction était délirante à tout point de vue. Je sais pas si j'ai le temps d'extrapoler. Non, c'est très bien. Mais moi, je crois dans l'anti-trumpisme, l'anti-américanisme, qui rejoint in fine le gauchisme et Jean-Luc Mélenchon. Vous avez tous même si c'est évidemment pas les mêmes nuances, pas la même analyse, mais au fond du fond, il y a le même ethnomasochisme, ce même anti-américanisme, ce même anti-occidentalisme qui mène au pire, à mon avis. Merci beaucoup, Nicolas Faure, d'avoir accepté notre invitation sur iTunes4News. C'était parfait, c'était concis, et on a pu avoir votre analyse sur chacun de ces profils avec des réactions très différentes les unes des autres. Merci d'avoir accepté notre invitation sur iTunes4News. Merci à vous. À très vite. On peut rajouter un petit point, Raphaël. Allez-y, Meyer. On commence par Meyer, après Caroline. Voilà, deux petits points rapidement. D'abord, en ce qui concerne Emmanuel Macron, moi aussi au début, j'ai été agréablement surpris. Le problème, c'est comme d'habitude, il y a un pas en avant et un pas en arrière, puisqu'il a corrigé et qu'il a finalement critiqué la méthode. Donc on va nous expliquer, Emmanuel Macron va nous expliquer quelle méthode non critiquable il aurait fallu employer pour virer aussi de façon efficace et magnifique Maduro. Ça, c'est un. Et en ce qui concerne le dandy mélenchoniste chiracien de Villepin, qui est aujourd'hui l'ambassadeur du Qatar en France et qui n'a jamais été élu, y compris dans un conseil municipal à la moindre élection, il est là en train de fanfaronner sur tous les plateaux de télévision parce qu'il se voit un grand destin, mais il ne dépassera pas les 3-4% à l'élection présidentielle. Caroline. Alors bon Meyer m'a piqué ma remarque sur Macron, mais c'est pas grave. Mais sur le fond, donc, sur cette arrestation de Maduro. C'est vrai que, et là pour le coup, il a fait un pas en arrière, mais alors en un temps record. Habituellement, il attend quelques jours, mais là, ça a été 1 heure. Je crois en 1 heure, il fait un tout petit peu machine arrière. On ne sait pas très bien ce qui se passe dans son esprit. Sur le fond, sur le fait que vous êtes une avocate. Oui. Vous connaissez le droit. Oui. On critique aujourd'hui l'action de Donald Trump en utilisant le droit international. Ah oui, alors ça c'est la carte qu'on sort souvent, effectivement. Mais le droit international, il a toujours évolué. Et l'exemple le plus concret, c'est Nuremberg. Avant Nuremberg, on ne pouvait pas agir pénalement contre des dirigeants au nom du droit international. Et le droit international a évolué. Et si on veut rentrer vraiment dans l'aspect très juridique de ce qu'a fait Trump par rapport au Venezuela à Maduro, il y a des explications, ça se défend. Ça se défend juridiquement, si vous voulez qu'on rentre dedans. Oui, allez-y. Non, mais ça se défend. Ça se défend. Il y a, vous savez, la doctrine Monroe. Oui, c'est ça. Il y a la charte de l'ONU qui n'interdit pas. Non, il y a la charte de l'ONU qui n'interdit pas catégoriquement. Dans ce cas, donc ça se défend. On peut s'expliquer. Premièrement, moi, ma position, ça a été effectivement de soutenir un texte de Dominique Sopo sur le fait de dire que c'est pas une façon de faire et qu'il fallait pas faire ça, même si on est tous d'accord autour de ce plateau pour dire que Maduro est un exécrable personnage, un tyran. Il y a plus de 10 000 morts d'opposants politiques, quelque chose de complètement dingue. Et oui, à nouveau, il faut toujours regarder l'histoire aussi à partir des leçons et a posteriori.
l'Afghanistan, l'Irak, le Chili. Regardons la C'est pas les. Oui, Pardon, mais la doctrine. Myriam, les motivations sont un peu différentes. On avance. Myriam, une réaction à tout ce que vous venez d'entendre, peut-être même une réaction sur le fond. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose que les États-Unis aient agi de la sorte ? Moi, je trouve que les États-Unis, pour le coup, étaient légitimes puisque c'est un gouvernement de narcotrafiquants, donc ils étaient complètement dans leur droit d'intervenir. Et je vais certainement pas pleurer sur le sort de Nicolás Maduro. Moi, j'ai été très déçue par la réaction de Jordan Bardella, que j'ai trouvé très macroniste pour le coup. C'est oui, Maduro est un dictateur. Non, le droit international ne nous permet pas ne permet pas aux États-Unis d'intervenir. J'ai trouvé ça très hypocrite. Et je trouve que la seule qui a été à la hauteur du moment qui se passait là-bas au Venezuela, c'est Sarah Knafo. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce chapitre sur le Venezuela. Il est l'heure de marquer une courte page de pub. On se retrouve tout de suite sur i24 News. En Israël ou préparez votre alia, félicitations. Vous avez un téléphone ? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, don du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamie Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment ? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde ? David Jamie Group, Real Estate Opportunities. J'en ai marre de ces interviews. Tout est trop attendu, trop calibré, vous comprenez ? Allergie au politiquement correct. Stade avancé. Et si on osait tout dire ? On essaye ? Confidence, c'est un moment hors du temps. Des figures inspirantes, publiques ou plus discrètes, nous racontent leurs rêves, leurs blessures, leurs vérités. Confidence avec Nathalie Nagar. InnovNation est de retour sur i24 News. Chaque semaine, nous vous emmènerons à la découverte de celles et ceux qui font demain, ici, au cœur de la Startup Nation. Santé, mobilité, culture, agriculture, ici l'innovation n'est pas un mot-clé, c'est un mode de vie. InnovNation, c'est le rendez-vous des idées qui osent et qui fonctionnent. Rendez-vous chaque semaine pour découvrir ensemble les coulisses de l'innovation Made in Israël. InnovNation, tous les mardis sur i24 News.
Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30. Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs, pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News. Sur le plateau de i24 News, toujours avec Meher Habib, Myriam Palomba, David Benichai et Caroline Sportes qui refaisaient le monde, qui refaisaient l'histoire de l'Amérique du Sud, l'histoire de l'Afghanistan pendant la pub. Le plus souvent, parfois, les offs sont plus intéressants que l'émission. J'ai un très bon interlocuteur, David. On devrait filmer les offs et les diffuser. Un petit best-of des offs comme ça serait très sympa. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Meher Habib, je commence avec vous. Votre information, on est en Israël, on parle de politique israélienne. Le député Yitzhak Golknoff, membre du parti Judaïsme unifié de la Torah, a suscité la polémique dimanche soir lors d'un débat à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset sur le projet de loi relatif à la conscription. Évoquant les sanctions prévues par le projet de loi, Yitzhak Golknoff les a comparées à une étoile jaune pour les étudiants de la Torah, une remarque qui a immédiatement provoqué des critiques de tous bords politiques en Israël. Une réaction, Meher Habib ? C'est une remarque qui est absolument pas à sa place, c'est honteux, c'est scandaleux. On peut être pour que les étudiants étudient dans des yeshivot, mais on ne peut pas comparer avec une étoile jaune. C'est indigne de la part d'un député de la Knesset qui, en plus, attaché à la Torah, qui devrait être, en tout cas, attaché à la défense d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas de soldats en Eretz Israël ? Comment ça se passerait ? Donc, qu'il y ait des étudiants qui fassent aller en douceur et que, délicatement, tout le monde fasse l'armée, mais en pouvant rester haridi, c'est-à-dire respecter les lois, la Torah, les us et les coutumes, ça c'est une chose. Mais de comparer ce qui s'est passé dans la guerre quand on a amené des Juifs à Auschwitz avec une étoile jaune, avec le fait de demander à finalement à un jeune homme de rentrer à l'armée et de faire une période de conscription, je trouve ça vraiment très très malvenu et voire scandaleux. David Benichai. Oui, enfin, moi personnellement, c'est dans la continuité de ce qui se dit dans la rue, dans les manifestations, où les policiers ou les soldats sont pris à partie comme étant des nazis. C'est très clairement énoncé et dit régulièrement dans les manifestations orthodoxes, c'est ce qu'on entend. Il y a une doxa antisioniste, donc on parle d'Eretz Israël, mais personnellement, ce que j'entends du monde orthodoxe, c'est qu'ils ne sont pas sionistes, ils considèrent même que le monde laïque, une partie du monde laïque, d'une certaine manière, joue contre la spiritualité juive, donc il faut la combattre. C'est pas juste le fait de ne pas aller à l'armée, c'est le fait de considérer, il y a une frange importante du monde orthodoxe qui considère... Une frange, parce qu'il n'est pas uniforme, le monde orthodoxe. Non, d'accord, mais vous avez vu ce qui se dit, parce que là, on parle de Golknoff, mais regardez la déclaration de Drey aujourd'hui. Aujourd'hui, les rabbins séfarades de Chasse sont aussi radicaux que les rabbins. Ce qui est insupportable, c'est d'instrumentaliser tout ce qui est lié à la Shoah. Voilà. Et qui plus est, quand c'est du côté des Juifs, ça c'est insupportable. La Shoah, c'est une partie de l'histoire, de notre histoire qui est épouvantable et personne ne doit s'en servir. David Benichai, je reviens vers vous pour votre information. On va parler de diplomatie. Vous en parliez tout à l'heure rapidement. Ça tombe bien, le sujet semble vous concerner et vous toucher. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a rencontré dimanche à Jérusalem la coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, Janine Hennis. Afin de discuter de la sécurité régionale et de l'avenir du Liban, j'ai réaffirmé l'importance du désarmement du Hezbollah pour la sécurité d'Israël et l'avenir du Liban, a écrit Gideon Sa'ar sur X, on le voit s'afficher à l'écran. Est-ce que vous croyez au désarmement du Hezbollah ? Je pense qu'il sera long. Je pense que oui, il faut. C'est une nécessité impérative pour la survie. Est-ce que vous y croyez ?
Ça veut dire quoi, y croire? Est-ce que le Hezbollah déposera les armes? Oui, c'est pas dans le sens, on dit ils vont faire la queue de l'œil, ils vont donner leur revolver, ça marche pas comme ça. C'est la sphère d'influence du Hezbollah au Liban qui va se réduire pour que l'armée libanaise et les infrastructures politiques, sociales, économiques du Liban reprennent la main. C'est ça, le vrai désarmement, c'est le fait, la perte d'influence du Hezbollah comme étant l'équivalent d'une pseudo-armée libanaise. Et aujourd'hui, je trouve que le président, c'est l'ancien chef d'état-major de l'armée libanaise et qui, lui, a une vision bien claire sur le fait de reprendre en main la sécurité. Mais ça prend du temps. Mais oui, on va les désarmer et ils seront désarmés par nos partenaires libanais. Ouais. Myriam Palomba, vous croyez au désarmement du Hezbollah? Je suis comme David. J'y crois, mais ça va prendre du temps, effectivement. Enfin, il faut absolument faire tomber tous les régimes avant qu'ils financent le Hezbollah. C'est une évidence. Ah, pour vous, il faut couper la tête du serpent pour pouvoir... C'est plusieurs actions en même temps, oui. Le jour où l'Iran... Tout dépend, encore une fois. La tête du serpent, c'est l'Iran. Ouais, le Qatar, c'est l'Iran. Et le jour où l'Iran est en train d'être décapité, le Hezbollah sera décapité. Ça veut dire quoi? Désarmer totalement. Est-ce qu'il n'y a plus jamais ni un flingue, ni un pistolet, ni rien? Il y aura toujours, évidemment, comme au Hamas, etc. Mais les armes lourdes, les soldats, etc., ça, non. Et il faut surtout que l'armée libanaise dans l'intérêt du Liban. Israël n'acceptera pas, Netanyahou n'acceptera pas que le Hezbollah reste armé. Ça, c'est fini. Game over. D'une façon ou d'une autre. Ça, c'est certain. Myriam Palomba, votre information, on parle antisémitisme en Europe. On a suivi tout l'été, comme ça, un petit feuilleton d'antisémitisme, des actes en Grèce, à Chypre, en France. Et là, on est au Royaume-Uni. Un barista stagiaire de 19 ans travaillant dans un café à Londres a été renvoyé dimanche après qu'un client juif a reçu un cappuccino, on le voit s'afficher à l'écran, dont la poudre de cacao avait la forme d'une croix gammée. Alors, une réaction, Myriam, à cette énième affaire d'antisémitisme en Europe? C'est puant. Enfin, je veux dire, c'est juste. Enfin, je sais même pas tellement les mots me manquent tellement je trouve ça dégueulasse. C'est surtout dans un pays comme l'Angleterre où l'islamisme monte à grandes flèches sans prendre aux Juifs. Enfin, je trouve ça vraiment hallucinant. Après, j'ose encore espérer que les Juifs ne sont pas menacés en Europe. Moi, pour l'instant, je vais être honnête avec vous, je ne me sens pas encore menacée. Ils sont extrêmement menacés. On a tué des Juifs en Europe. L'Angleterre s'est pliée, l'Espagne s'est pliée, la Belgique s'est pliée, et la France est presque pliée. Je suis tellement triste, mais c'est la réalité. On a tué des Juifs parce que Juifs en France. Mais quelle était excusez-moi, mais quelle était la nationalité du serveur qui a fait cette croix gammée? C'était quoi? Il y avait de quelle origine? Ça n'a pas été. Parce que c'est ça aussi qui est important. En tout cas, je peux dire un mot sur parce que bon, aujourd'hui, donc c'est cette histoire-là. Il y a quelques jours, vous avez vu à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On a reçu l'avocat de la deux employés qui parlaient comme ça de manière très, très décontractée de l'antisémitisme. Et je voudrais saluer un compte Instagram, je ne sais pas si vous le suivez, il s'appelle Sword of Solomon. On le reçoit ici. Ah, vous le recevez. Et on en parle souvent de ce compte. Et il est, pour dire que vraiment, il est formidable parce qu'il est extrêmement efficace. Il débusque les antisémites. Il les débusque, c'est-à-dire on ne connaît pas leur identité. Souvent les comptes, il y a des pseudos et il arrive à les retrouver et il arrive à alerter les employeurs et à mener une action très efficace. Donc je voulais le saluer. Aussi de Sword of Solomon et balance ton antisémite aussi. Oui, il y en a plein. Je tiens aussi à féliciter. Ouais. Ces deux comptes. Balance ton antisémite et Sword of Solomon. Ils font un travail remarquable. D'ailleurs, ils sont liés les uns les autres et ils démasquent jour après jour. Mais c'est pour ça que plus que jamais l'antisémitisme est présent en Europe. Et c'est ça qui est dramatique. Mes excellents confrères et consoeurs de l'OJE quand même. On peut saluer aussi. Non, je voudrais faire un parallèle avec ce qui a été dit. Évidemment, c'est pas le même niveau de gravité, mais c'est important. Couper la tête, ça a été dit tout à l'heure sur le terrorisme. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit être extrêmement virulent, vindicatif sur tout ce qui est politique, presse,
qui ont des propos qui sortent du cadre de la déontologie de leur fonction. Et là-dessus, on doit leur rentrer dans l'art. Et je pense qu'après, bon, évidemment, il y a toujours des cas, mais je pense que ça donnera un exemple, et c'est ça qu'on doit faire à tous les niveaux possibles. Mais la presse et les politiques, il faut ne pas laisser passer. Caroline Sportez, votre information. La députée Sophia Chikirou, candidate LFI à la mairie de Paris, sera jugée en mai pour escroquerie en juin 2018. Au préjudice du site d'actualité Le Média, a appris dimanche l'AFP de sources judiciaires. Le parquet de Paris décide de me faire un procès en pleine campagne municipale au sujet d'une affaire datant de 2018 qui relève d'un différend commercial entre deux sociétés. L'affaire est éminemment politique et n'a pour but que de salir et gêner ma campagne, a réagi Sophia Chikirou auprès de l'AFP. Une réaction ? Ah oui, une réaction. Il serait bien que la justice, qui sait être ferme à l'égard de Marine Le Pen, à l'égard de Nicolas Sarkozy, etc., commence à être ferme avec ce parti passionnément antisémite, puisque grâce à mon confrère Richard Malka, on a le droit de le dire aujourd'hui, sans être justement assigné devant les tribunaux. Donc j'espère que la justice va faire preuve d'une très, très grande fermeté. On aimerait aussi voir les dizaines de plaintes qui ont été déposées contre Rima Hassan être instruite, voir le jour, il ne se passe rien. Donc bon, je ne veux pas perdre espoir en la justice, parce que sinon, c'est vrai que j'arrête aussi le métier que je fais, mais j'espère qu'on aura le droit à une très 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 grande fermeté. Et rendez-vous dimanche soir sur la 24 News pour le grand oral de Richard Malka avec Mickaël Darmon. Une réaction à Paris ? Oui, non, moi je voulais dire, elle est quand même sacrément culottée, Chikirou, parce que franchement, elle a utilisé sa société alors qu'elle était la compagne de Jean-Luc Mélenchon pour faire des affaires, pour surtaxer, pour surfacturer des pratiques, sans parler elle a utilisé sa société à des fins commerciales pour son compagnon qui est donc LFI. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre là, j'ai l'impression d'être partie un peu dans tous les sens, mais non seulement elle est culottée parce qu'il y a quand même des malversations énormes, et en plus de ça, faut voir la pression et le chantage qu'elle a fait sur ses employés. Donc s'il y en a bien une qui devrait se taire, c'est elle. On verra une fois qu'elle sera, si elle est condamnée ou pas par la justice. Et puisqu'on parle de procès, mon cher Raphaël, non, juste puisqu'on parle de procès, c'est le 15 janvier, beaucoup de gens m'interrogent dans la rue. Vous savez, le procès contre David Guiraud, qui m'a traité de porc, de cochon à 4 reprises. En fait, il y a le verdict le 15. J'attends, je ne vais pas dire avec scepticisme, je me suis tu, j'ai été très calme dans toute cette histoire, et j'attends la décision. On espère une condamnation. Mais je ne suis pas totalement serein vu toutes les décisions. Non, mais la justice en France est clairement gauchiste. Clairement gauchiste. David Bénicha, il rigole. Ouais, non, c'est devenu une espèce de... Non, mais c'est pas faux. Moi, je suis un homme de gauche, donc c'est compliqué d'entendre tout le temps le mélange qui est fait entre la gauche et les gauchistes. Non, les gauchistes aujourd'hui... Avec la gauche française. Non, d'accord. Les gauchistes aujourd'hui de LFI sont des populistes. Dans l'histoire des gauches et des gauches extrêmes, on voit dans l'affaire Dreyfus, on sait qu'il y a eu toujours des acteurs de la gauche populistes. Il y a beaucoup de francophones en Israël qui sont très à gauche, en étant anti-Netanyahou ou très à gauche par conviction, mais qui en France aujourd'hui voteraient plutôt Macron que le Parti Socialiste ou Jean-Luc Mélenchon, tout de même. C'est clair. En fait, la gauche à laquelle vous pensez... Macron, je suis pas sûr que... Non, mais la gauche à laquelle vous pensez n'existe plus en France. Cette gauche mitterrandiste, etc., ça n'existe plus. Avec les socialistes, avec LFI, et je suis bien placé pour vous le dire, que l'alliance entre LFI et les macronistes a donné les résultats de cette Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. On va pas la faire dans tous les sens. Et accessoirement, en ce qui concerne la justice, je vais rappeler que l'Algérienne qui avait empoisonné une famille juive, ça n'a pas été qualifié d'antisémitisme. On en a parlé. Alors c'est pour ça que je suis un peu très sceptique quant aux décisions de justice. Tous les pas antisémites non plus. Si David veut, on peut les appeler les gauchos. Voilà. Peut-être que ça lui on avance. L'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barak, a prononcé un discours préenregistré qui a été diffusé samedi soir lors d'une manifestation organisée sur la place Habima à Tel Aviv. Dans son discours, Aaron Barak a déclaré « Nous ne sommes plus une démocratie libérale et cela ne s'est pas produit lors d'un événement dramatique et ponctuel. C'est un processus dans lequel des aspects essentiels de la démocratie sont gravement attaqués. Et la démocratie s'affaiblit. Notre régime actuel est celui d'une autorité politique unique, effectivement contrôlée par une seule personne.
Cette personne contrôle le gouvernement et la Knesset. Cette personne, c'est le Premier ministre. Cette diatribe a inspiré cette question à l'équipe de Ça se débat. La démocratie en Israël est-elle en danger? David Benichai a répondu oui, Meyer Habib a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 37, face à face. Numéro 2, c'est parti. Bonne nouvelle, on a retrouvé le chrono. David, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Meyer, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? David, c'est à vous. Alors déjà, oui, nous ne sommes plus dans une démocratie. Je vais prendre 2 exemples parce que on pourrait parler des heures. La première chose, c'est nous avons toujours été une démocratie sécuritaire, comme le dit Eva Elou, c'est-à-dire parce qu'on est confronté à des attaques, à du terrorisme, donc on a un niveau sécuritaire très élevé. Donc une démocratie sous contrôle qui est en train de devenir très clairement un État policier avec un ministre de la sécurité nationale qui utilise la police comme sa milice personnelle. Et on voit les dégâts dans la société israélienne, dans la société arabe. On voit les dégâts à Tarabine encore. On voit les dégâts d'un homme politique qui prend la police comme étant son extension personnelle. La deuxième chose, nous avons rétrogradé à l'état de démocratie électorale. C'est ce qui s'est passé il y a quelque temps. Aujourd'hui, même cette démocratie électorale n'existe plus, puisque d'une certaine manière, on a un Premier ministre qui concentre absolument tous les pouvoirs et qui aujourd'hui non seulement a la Knesset et le gouvernement, et s'attaque à la justice de façon extrêmement violente. Meyer Habib, c'est à vous. Ce qui n'en arrive pas à comprendre à gauche ni à Aaron Barak, le mot démocratie vient du grec démos, le peuple, kratos, le pouvoir, la domination du peuple. Mais le drame de cette gauche, c'est qu'ils n'arrivent pas par les urnes, donc par la démocratie, à battre Benjamin Netanyahou et la droite. Alors, je vais rassurer tout le monde. Il n'y a pas une plus grande démocratie qu'Israël. Le système judiciaire fonctionne, il est même trop puissant. La justice fonctionne, les médias fonctionnent, la société civile est active, il y a des manifestations sans arrêt, les élections fonctionnent, l'opposition est plus vive que jamais et fonctionne. La radio d'État, Galessa sont des radios qui fonctionnent et qui sont plutôt anti, ça s'est jamais vu alors que c'est censé être les radios du pouvoir, c'est son anti-pouvoir. Le seul souci, c'est qu'élection après élection, la droite gagne les élections et elle veut changer justement la nomination de la Cour suprême qui veut en fait décider de tout. Ce serait le pouvoir de la Cour suprême. Mais ça, c'est terminé. Myriam Palomba, est-ce que vous êtes d'accord avec Meyer ou avec David? Non, mais moi, quand j'entends Meyer, il donne presque envie d'aimer Benjamin Netanyahou, mais parce qu'il est très, très convaincant. Mais quand même, je suis désolée de le dire. S'attaquer à la justice comme le fait le gouvernement, enlever la clause de raisonnabilité, c'est juste enlever tous les pouvoirs à la Cour suprême. C'est même un abus de pouvoir. Politiser les membres de la Cour suprême, alors ça, c'est du jamais vu. En France, le Conseil constitutionnel. Le Sénat nomme 3, si on veut parler de ce qui se passe en France, il faut qu'il y ait un équilibre. Non, je suis désolée. Le Conseil constitutionnel en France, c'est juste une honte parce que comme ils sont politisés, ils vont toujours du côté de la Macronie. Donc non, je suis désolée. Ce n'est pas normal ce qui se passe au niveau de la loi sur la justice. Et pareil, je veux dire, d'où un gouvernement peut annuler les décisions de la Cour suprême. Il faut qu'il y ait quand même une séparation des pouvoirs clair et net. Sinon, Caroline effectivement, pour moi, ce n'est pas une démocratie. La Cour suprême annule les décisions de la Knesset, qui est le peuple. Caroline Sportes, en Israël, certains disent que la démocratie est en danger, mais pas à cause de Benjamin Netanyahou, mais à cause de la Cour suprême et des juges. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que ce qui garantit la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Donc, comme on la connaît, exécutif, législatif, judiciaire. Et c'est vrai qu'en Israël, il y a quand même ce qu'on appelle une juristocratie, c'est-à-dire que les membres de la Cour suprême ne sont pas élus, se cooptent largement, invalident des décisions issues du suffrage universel. Donc ça, c'est éminemment antidémocratique. Non, je suis désolé, Caroline, non. Non, c'est faux. On ne peut pas dire des choses fausses. Premièrement, il y a 22 décisions de la Cour suprême qui sont opposées au gouvernement. 22 sur plusieurs milliers. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose,
il n'y a jamais eu, du point de vue de la Cour suprême, l'annulation de quoi que ce soit du suffrage universel en Israël. Ça, je suis désolé. Non, ça, je suis pas d'accord. La Knesset, c'est quoi? La Knesset, c'est le suffrage universel. La Knesset, des décisions de la Knesset. Non, alors c'est quoi? Je vais te répondre, mais je vais te répondre. Le peuple, le peuple. Justement, la fameuse démocratie du peuple. Le peuple demande à 80% une commission d'enquête d'État. Une commission d'enquête d'État. Où est ce gouvernement? C'est le peuple. C'est le peuple. On comprend pas. Mais non, mais bon, c'est bon. Ça suffit. Non. Moi, je dis quand même que les piliers de la démocratie sont largement respectés en Israël, comme l'a rappelé très justement Meir. La presse est libre. Mais quelle presse? Attendez, elle est attaquée. Elle est attaquée en permanence. C'est quand même un peuple quand il a quelque chose à dire. Caroline, vous savez ce qui se passe quand ils ont eu un échec? Bon, évidemment, il y a eu le 7 octobre, mais quand ils ont eu un échec de la réforme qu'ils ont voulu faire, ils ont changé de stratégie. Aujourd'hui, on est dans la stratégie du harcèlement permanent de la presse et des juges. Vous savez quoi? On appelle à écraser le président de la Cour suprême. On appelle à l'écraser. On avance. Ça, c'est les propos de Bezalel Smotrich, effectivement. Le gouvernement. Non, pour préciser pour nos téléspectateurs. Benjamin Netanyahou est à chaque fois réélu. Il faut qu'on avance. Bennett, on avance. Bennett, Lapid, on avance. Ils ont été. C'était Netanyahou, non? Mais Habib, il faut préciser aussi pour nos téléspectateurs qui est Aaron Barak, le guide spirituel. Certains diraient même ses détracteurs, le guide suprême de la gauche en Israël. Non. Aaron Barak a été président de la Cour suprême. Non, il a été, c'est un grand magistrat. Ça m'amuse beaucoup parce qu'il a été appelé mais je termine. Il a été appelé Aaron Barak pour aller défendre Israël au tribunal international. Alors, le gauchiste de service, non. Meir Habib. Aaron Barak a été président de la Cour suprême il y a 20-25 ans. Ça, c'est lui qui a façonné la doctrine judiciaire en Israël. Le problème, c'est qu'il ne veut pas lâcher. C'est lui, aujourd'hui, qui veut tenir les rênes du pays. Il veut faire en sorte que ce ne soit pas le peuple. On a aujourd'hui des 9 millions d'Israéliens qui votent, et ça doit être Aaron Barak et sa clique qui doit décider ce qui se passe en Israël. Et qu'est-ce que tu penses du fantôme de Rabin? Il peut avoir une réforme démocratique qui est faite par la Knesset, parce qu'il n'y a pas de constitution à ce jour en Israël. Eh bien, juste, il faut comprendre. Si tu connais la réforme de la Knesset, le ministère de la Justice, on avance. Myriam, rien comprendre à ce pays. On avance. Rien. Myriam, dernière question pour vous. Aaron Barak a également exprimé, et David en a parlé dans son argumentaire d'1 minute, des préoccupations concernant la police israélienne. Il a déclaré: la police exerce son pouvoir de manière illégale et sans retenue. Vous partagez aussi cette opinion en 1 minute? Attendez, j'ai pas entendu sans la politique de façon illégale. La police de façon illégale. C'est-à-dire qu'il accuse le ministre de la police d'utiliser la police comme une milice privée en quelque sorte. C'est vraiment pas vrai. Ça, je pense que c'est clairement abusé. C'est n'importe quoi. C'est simplement parce qu'il y a un ministre de la police qui s'appelle Ben Gvir. Après, je vis pas en Israël. Si c'est comme en France, je vous le dis clairement, oui, c'est le cas. Moi, j'ai été victime de violences policières qui sont clairement à la botte de la Macronie et qui obéissent aux ordres sans aucune réflexion. Donc, j'espère pour les Israéliens que ce n'est pas le cas en Israël. La police qui esquinte de coups des jeunes des yeshivot, ça arrive aussi. Donc, arrêtez de raconter tout et n'importe quoi. La police fonctionne en Israël. Il y a un ministre de la police qui s'appelle Ben Gvir qui fait du bon travail, mais ça déplaît parce que Ben Gvir, ça fait hérisser les cheveux de toute la gauche. C'est les chiffres. Et pour finir cette émission, je suis heureux de vous annoncer le retour de vacances de Julien Assal, découvrant ensemble sa première carte blanche de 2026. Et oui, I'm back, voilà, je sais que je vous ai terriblement manqué. J'ai reçu des centaines de messages. Julien, tu reviens quand? C'est faux. Bonne année Raphaël, bonne année tout le monde. Et comme tout le monde dit chaque année, 2026, c'est ton année. C'est ton année Raphaël. Oui, voilà. Peut-être qu'en disant que c'est ton année, ce sera peut-être enfin la mienne. Bon, et du coup, j'étais 2 semaines au States là. J'espère que t'aimes bien le flow, Raph. Et là-bas, j'ai vu des gens que j'aurais jamais pensé voir de ma vie. J'ai vu LeBron James, Michael Jackson. Il est vivant. Regardez mon Insta, il est vivant. J'ai vu qui aussi? J'ai vu mon père. Pas le mien. Je suis rentré dans une église pour voir un gospel. T'inquiète pas, Raph. J'ai pas fait une Gad Elmaleh en 2 semaines. Et quant à Michael Jackson, j'ai réécouté tous ses sons. Incroyable. Là, j'ai fait une overdose de Michael.
Bon, et après le moonwalk, marche avant, avec les manifs qui s'enchaînent en Iran, ça bouge beaucoup depuis une semaine, mais le guide suprême de l'Iran, Khamenei, n'aime pas le bruit, alors il réprime. Comme moi ce matin, j'ai frappé mon réveil. Sauf qu'en Iran, le réveil, c'est le peuple. Et oui, Khamenei a calmé tout le monde, ça sent la fin du règne. Et ça me rappelle le 31 décembre à 20h, quand Macron a pris la parole, son charisme de fou, son discours qui ne ressemblait en rien aux 7 précédents, son PPT qui défilait parfaitement, là aussi ça sent la fin du règne. Et Donald Trump dans tout ça, eh ben il est sur les mêmes bases que 2025, il a carrément capturé le président du Venezuela. Bref, 2026 commence parfaitement. Khamenei qui muscle son discours, Macron qui muscle son allocution, Trump qui muscle son ego, et moi qui me muscle tout court parce que je vais à la salle. À demain, Raph. Ainsi s'achève cette émission. Merci à Myriam Palomba, Meher Habib, Caroline Sportes et David Benichai. Tout de suite, le journal de 22h. Restez avec nous sur i24 News.